Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Je suis Yerem. Aujourd'hui, c'est l'heure de Monday Night Raw du 5 octobre. Avec moi, pour analyser le show rouge, j'ai Raphaël. Salut Rafa. Ah, salut Irem. Ah bah écoute, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas catché en tag team. Bon, on va voir si les réflexes sont pas trop rouillés, mais j'ai bon espoir, hein. On en approche de la draft. Donc on bat les cartes, Raphaël plus IRM. Ah Voilà, oui, c'est ça, oui, c'est peut-être ça, oui, t'as raison. on fait honneur à l'événement le plus important de l'année là, qui approche, hein, l'événement automnal le plus important. Du coup, c'est le dernier show en fait avant la draft. Eh ben oui, les feuilles tombent et les catcheurs aussi vont tomber. Dans quelle écurie vont-ils se retrouver? Ça sera à partir de SmackDown, mais on commence déjà à en parler là, hein. Ça, c'est dans l'air, comme on dit. Ouais, ça frémit, on sent les choses arriver. Je sais pas si l'opener t'a fait frémir parce que putain ce que c'était long. Randy Orton seul dans alors il était dans la Legend Lounge, dans le Mm. lounge, des légendes, hein. Là où il avait agressé la semaine dernière, les Hall of Famers ou les potentiels Hall of Famers. Alors, écoute, moi j'ai trouvé que Randy Orton, il nous avait fait un petit peu une, Shane McMahon des vieux jours. Tu te souviens quand Shane McMahon faisait des récaps de 10 minutes de ce qui s'était passé, une semaine avant à SmackDown et que dans ces récaps, tu avais des récaps de ce qui s'était passé la semaine d'avant? Un peu Mais c'est un comme, peu ça là. Inception. Mm. Du coup, là, il nous a fait un petit play by play de tout ce qui s'était passé, lors de son match notamment, à Clash of Champions, c'était? Ouais. Oui, je dis pas de bêtises, voilà, pendant l'ambulance match où effectivement il a été attaqué par les grosses paluches du Big Show, il a été pris en traite par Christian, il s'est fait, dégommer la tête par Shawn Michaels et le pire, c'était que Ric Flair était au volant de l'ambulance. D'ailleurs Incroyable. d'ailleurs, techniquement, il l'avait pas vu que c'était Ric Flair au volant de l'ambulance, mais bon, il avait sûrement regardé un récap lui aussi. Oui. Et du coup, bah, Randy Orton, il nous annonce ce qu'on sait déjà, ou en tout cas, si c'était pas officiel, ça l'était presque, que le 25 octobre, si je ne dis pas de bêtises, lors de Hell in a Cell, il donne rendez-vous à Drew McIntyre pour un match pour le titre. Je ne sais pas s'il a encore précisé, il a encore été précisé que ce sera dans une cage, Alors, il l'a mais précisé sur le moment, oui. De mes notes, en tout cas, il a demandé le Hell in a Cell match il l'a direct. demandé. Donc il a fait la requête, c'est en cours. Mm. C'est dans les tuyaux, mais effectivement, ça serait tout à fait logique vu l'évolution de la feud. Sauf que c'est pas terminé. Randy Orton, il est tout seul dans son coin là à faire, ses promos et la lumière arrive. Quelqu'un ouvre la porte et c'est un Écossais qui entre, pas dans Oh. un bar, mais presque. Il fait: «Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur?» Et il lui pète la gueule. La sécurité est là pour, séparer les hommes et Randy Orton rampe pour, s'extraire de cette pièce sombre. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, mon bon Rafa? Ben, en soi, Randy Orton tient le micro tout seul là dans sa petite salle. Il nous tient un peu en haleine et en même temps, je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments, ça ressemblait à Randy Orton sur le ring, hein. C'était un peu longué. Alors je peux comprendre, voilà, c'est le côté psychopathe, donc ça a mis des plombes. Il nous a dit donc quand il a éteint quand il a éteint la lumière la semaine dernière pour utiliser ses fameuses lunettes 3D là, il nous a dit alors d'abord, parce que bon, nous on n'a rien vu, c'était dans le noir, donc il a été gentil, il nous a expliqué. Bon, d'abord j'ai tapé le Big Show. Après il y avait Shawn Michaels, il avait attrapé une chaise et il tournait un peu à l'aveugle autour de lui, mais je lui ai enlevé des mains et je l'ai tabassé avec. Et Ric Flair, il rampait pour chercher la lumière. Bon, oui, d'accord, ok, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est très cérébral, mais peut-être un peu trop. Euh, Après, moi, j'ai un peu de mal là dans cette histoire. Alors autant la WWE parfois nous sort des histoires administratives out of nowhere, là c'est des trucs avec Otis, tout ça, on va chercher des feuds d'avocats qui me plaisent pas trop. Autant là j'ai du mal à ce que personne ne dise rien à Randy Orton qui a quand même effectivement tabassé, failli tuer des Hall of Famers retraités. Je trouve que c'est bizarre qu'il n'y ait pas, mais il n'y a pas de figure d'autorité, voilà, il n'y a pas de GM, il n'y a rien, il n'y a personne qui va lui dire, bon écoute mec là, tu vas peut-être un peu fort là à casser tous nos idoles. Donc impunité totale, c'est Randy Orton, mais il va prendre sûrement cher sur la gueule bientôt. Donc la feud continue. Alors on aime ou pas, je sais que certains parmi nos suiveurs sur le Discord sont pas très fans, mais bah, il faut bien quand même que Hell in a Cell, moi j'ai toujours été
un peu circonspect de ce pay-per-view à date fixe parce que les Hell in a Cell match, j'aime bien que ça couronne une feud qui est très intense. Donc là, on y est quand même dans l'intensité de la feud. Du coup, ça me semble assez logique qu'on se fasse quelques semaines de plus pour finir là-dessus. Parce qu'un ambulance match, en vrai, c'est pas si ouf que ça quand même. Bah, si toi et moi on faisait un match de l'ambulance, ce serait ouf pour nous, qu'on aurait des choses à Ouais, raconter aux copains. mm, Mais c'est vrai que pour des catcheurs, c'est un peu la base, quoi. ouais, Effectivement, c'est vrai que cette figure d'autorité, on en reparle beaucoup ces dernières semaines, notamment parce qu'il y avait, il y a Adam Pearce par moment, qui fait presque un petit peu figure d'autorité, mais ouais. là, ça manque, effectivement d'un William Regal qui arrive, qui sépare les 2 hommes et qui dit: «Vous êtes incapables de vous tenir tranquillement, toi tu tabasses des Hall of Famers et ben ça va se régler dans une War cage de Games. l'enfer!» War Games. Le mec qui bug à chaque fois, qui dit war Ouais, ga qui annonce des War Games pour, partout. Zelina contre Mandy Rose, War Games. Ça serait drôle. Bon, bah, justement, allez, je me fais des transitions tout seul. Ah, bravo, Ouais, excellent. ouais. Très très fort. On a eu alors ce match-là, je n'ai pas très bien compris de pourquoi du comment. C'était un petit peu bizarre. On a eu un 3 contre 3 entre Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke. Asuka, toujours votre championne de Monday Night Raw, évidemment. Et Zelina Vega, Natalya et Lana. Donc, on nous mélange à la fois la championne et ce qui semblait être son ancienne contender, mais visiblement, on continue et est toujours dans les parages. Et bah, 2 prétendantes, on va dire, de la division tag team. Donc Mandy Rose et Dana Brooke, nouvelle équipe formée récemment. Natalya et Lana, donc les 4 belles blondes du chou rouge. La victoire est tenue par les gentils, hein, Asuka, Rose et Brooke. Après que Mandy Rose ait réussi à entrer dans le match, à taguer et à faire un gros coup de genou sauté là sur Lana, qui se prend du coup le tombé. Ce qui est important, c'est évidemment, bah, comme chaque semaine, hein, la petite punition de Lana, puisque Nia Jax et Shayna Baszler arrivent. On se souvient qu'elles avaient loupé, hein, leur match à Clash of Champions, ça les avait été mis en quarantaine. Zelina Vega se barre. Il reste plus que Natalya et Lana. Et du coup, au début, on se dit, tiens, qui c'est qui va se prendre le Samoan Drop? Et ben, c'est bien Lana qui va se prendre le Samoan Drop à travers la table, comme chaque semaine. La bise à Miro du côté de la Dub. Et puis, emballer, c'est peser pour notre séquence Lana. Oui, Lana qui se sacrifie, hein, puisque c'était Natalya qui était sur les épaules de Nia Jax et qui allait se prendre le shot, mais ben, Lana, elle a dit non, 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 c'est moi là. Elle laisse pas sa part au lion, hein, visiblement, elle a envie de passer à travers la table, donc on peut lui laisser ce plaisir et laisser ce running gag dans les semaines à venir. Je sais pas trop quel est le sens, mais comme tu l'as dit, de toute façon, là, c'est un peu le néant parce que Asuka est une tête au-dessus de tout le monde et puis les autres, soit elles ont pas du tout le niveau, soit elles sont un peu autour de la division tag team qui sert un petit peu aussi à celles qui ont pas le niveau en solo. Donc, bon, c'était pas du grand catch, quoi, hein. Non, c'était pas du grand catch. Un petit peu plus tard, on a eu, bah, justement ce qu'on n'a pas eu à Clash of Champions, à savoir le match pour le titre de la division tag team féminine entre, bah, les championnes actuelles, hein, les méchantes Nia Jax et Shayna Baszler, qui ont l'air de bien s'entendre, hein. Elles ont des petites séquences backstage là où elles s'entraînent, elles ont l'air de se raconter même des petites vannes et tout. On sait pas trop Mhm. si elles finissent par s'apprécier ou si elles se détestent. Je crois d'ailleurs que c'est un des commentateurs qui a dit, elles s'apprécient pas entre elles, mais de toute façon personne ne les apprécie et puis elles apprécient personne. Oui, voilà. Donc ça résume plutôt bien la situation sociale de Nia Mm. Jax et Shayna Baszler. Et du coup, bah, voilà, Ruby Riott et Liv Morgan ont leur title shot, ce soir. Donc évidemment, on se dit que, bon, ça va pas aller très, très loin, cette histoire. Il y a une grosse dominance, hein, de la part des championnes, dès le départ, puisque Ruby Riott est isolée. Baszler, bah, balance, des gros coups dans la tronche. Elle écrase, elle broie, elle tord, elle détruit, elle casse, elle brise, le bras de Ruby Riott qui hurle à l'agonie. Heu, Ruby Riott fait le tag à Morgan. Heu, Liv finit par se bouffer une énorme clothesline là de Nia Jax. Et puis, bah, arrive forcément la prise de soumission inévitable, hem,
de Shayna Baszler sur Ruby Riott, pendant que Nia Jax éclate Morgan un petit peu plus loin. Et voilà, Ruby Riott n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Shayna Baszler, Nia Jax sont toujours vos championnes de la division tag team, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Une belle équipe, que cette équipe incroyable et infernale de Jax et Baszler. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Infernal, oui, hein, ça peut envoyer du cauchemar à pas mal de monde parce que c'est sûr que elles font une tête de plus que elles sont au-dessus de tout le monde et là c'est sûr que bon elles ont le pauvre bras de Ruby Riott, on avait mal pour lui, c'est sûr qu'il a été brisé en 1000 morceaux. Bon déjà quand dans ta tag team le hot tag c'est Liv Morgan qui arrive, c'est pas très rassurant, le résultat est hyper logique mais je trouve que même en ayant une adversité si faible, parce que le Riot Squad, moi, ça m'a jamais fait rêver, les deux autres arrivent à sortir. C'est un squash, mais c'est pas un squash où tu te dis, bon, de toute façon, c'est nul parce qu'il y en a un qui fait 2 kilos et l'autre 150. C'est un squash impressionnant, quoi, où on se dit, ouais, elles sont quand même vraiment, vraiment très impressionnantes, très fortes. Voilà, Tremble, division féminine. Ouais, j'ai Les bien aimé. championnes. C'est vrai que c'est un squash glorifié, comme on dit, aussi un petit peu à l'époque des. Comment s'appelait cette tag team de Luke Harper et le Grand Rouquin? Ils ont eu plein de noms. Les Blue John Brothers. Oui, voilà, la 5e itération, là. Les Blue Ouais. John Brothers, où ils faisaient des squash, mais c'était des beaux squash, quoi. Ça Ouais. durait quelques minutes et il y avait des grosses prises bien solides. C'était pas juste je te fais mes 3 prises de gros costaud et puis on va essayer de peser. Là, ça durait 10 minutes et puis il y a eu un énorme selling de la part de Ruby Riott. On a l'impression qu'elle était morte, quoi, effectivement, à la fin, qu'elle s'était fait casser de partout. Et puis Liv Morgan qui pleurait sur le corps sans vie de sa partenaire. Bon, il y avait une tragédie, là, grecque qui s'est jouée sous nos yeux. Ouais. Beaucoup Oh, d'émotions. ouais, c'était de l'émotion. Beaucoup d'émotions. Bon, c'était pas non plus la folie, attention, hein, entendons-nous bien. Oui, calmons-nous. Si vous n'avez pas vu Mountain Nitro, calmons-nous. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Bon, allez, on retourne un petit peu plus tôt dans le show. Puisque on a toujours on parle d'histoires qui n'en finissent pas. S'il y en a bien une qui n'en finit pas, mais qui a connu un énorme retournement de situation ce soir, c'est bien toute cette galère familiale dans laquelle se trouve la famille Mysterio, mais également Seth Rollins et Murphy, donc son disciple, puisque ce soir, Dominic Mysterio et Humberto Carrillo avaient un match contre Seth Rollins et Buddy Murphy qui s'est joué. Avec, alors je sais pas si c'était un peu plus tôt ou si c'est après le match qu'il y a eu toute cette histoire de se faire pardonner, d'implorer le. C'est juste avant. C'est juste avant, on a une séquence un petit peu juste avant où effectivement Seth Rollins en fait demande à Buddy Murphy de s'excuser pour ce mauvais comportement des semaines passées. Et à l'inverse, Buddy Murphy, lui, il veut des excuses de Seth Rollins en fait, hein, de s'être un petit peu mêlé de ce qui ne le regardait pas, d'avoir porté préjudice à Alia, qu'il croise d'ailleurs backstage, hein, et visiblement les deux voilà, ont une relation, je ne sais pas de quelle sorte, mais ils ont une relation, il y a une complicité un petit peu entre les deux qui s'installe. Et ce soir, donc, il y avait le match. Il y avait le match entre donc Dominic Mysterio et Humberto Carrillo, hein, qui sert de faire valoir, un bon faire valoir, un bon camarade, et donc Seth Rollins et Buddy Murphy. Le match commence et voilà, on sent que Buddy Murphy, il y a un peu de mésentente, hein, c'est l'angle du match, un peu de mésentente entre Buddy Murphy et Seth Rollins, notamment sur les tags, ce qui forcément va permettre à un moment donné aux gentils de faire un petit comeback de babyface. Mais Buddy Murphy va mettre un énorme coup de genou à Carrillo et va choper la victoire pour son équipe. Et l'Australien va partir, va abandonner Rollins en fait, juste après la victoire. Ils vont pas célébrer ensemble et en lui disant grosso modo: «Ah, comme ça, t'as pas besoin de moi, bah regarde, c'est grâce à moi qu'on a gagné». Laissant un petit peu le Messi un petit peu réfléchir. Là, il doit trouver un petit peu comment il va réussir à mener sa barque.
et comment il va réussir à obtenir finalement les excuses de la part de l'Australien qui semble, voilà, un disciple qui semble vouloir voler de ses propres ailes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce face à face là entre les Alors moi j'ai Mysterio, Carillo et Rollins et Murphy? moi j'ai beaucoup aimé, tout cet angle dans la soirée, surtout que voilà, le début, pour être tout à fait précis, en fait, c'est juste avant le match tag team. Rollins était au milieu du ring avec Murphy et Rollins demandait, faisait signe de la main, demandait à ce que Murphy lui passe le micro. Donc c'est vraiment Murphy hein, qui en a ras-le-bol. C'est Rollins, on ne sait pas ce qu'il s'apprêtait à dire, mais c'est Murphy qui a gardé le micro pour lui, qui a dit Seth, j'en ai marre, je veux des excuses. D'ailleurs, il veut pas les excuses pour lui, il les veut pour Aliyah. Et c'est là qu'on a eu cette tension où Seth s'est mis à engueuler son disciple en lui disant mais je t'ai sauvé, enfin c'est moi le Messie, c'est toi le disciple. Là on a eu bon c'est dans le segment qu'on aura plus tard, qu'on va décrire plus tard, mais ouais, ouais il le pointe du doigt là vraiment pour le faire rentrer dans le crâne, genre disciple, Messiah, genre t'es toi le disciple, toi le Messie, il l'a dit plein de fois. Oh Ah, oui. et j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé Murphy enfin assez énorme, notamment voilà sur cet angle de Rollins qui veut pas se faire taguer, qui veut pas taguer Murphy même quand il est dans la merde, et Murphy qui lui vole le tag et qui fout un gros coup de genou, qui se barre et qui en gros hop, et voilà, tu vois, t'avais pas besoin de moi. Donc j'aime bien que Murphy soit mis en valeur parce qu'à mon sens c'est lui qui en a plus besoin que Rollins. Et j'en profite pour glisser une petite réflexion historique. C'est Ouh là. qu'effectivement, Carrillo, il sert de. Comme tu as dit, il sert un peu de faire valoir. Il est gentil. Alors, je trouve ça bien. Carrillo, il est tout jeune. Il faut à peu près qu'on s'habitue à sa présence. C'est un rookie. Mais mine de rien, le jour où tout ça sera fini, les potes de la famille Mysterio, là, Alistair Black, il s'est fait crever un œil, il est hyper vénère. Kevin Owens, il était venu les aider aussi. Bah maintenant, il est attaqué par un monstre. Enfin, je veux dire, la famille Mysterio est pas très reconnaissante hein. Quand on vient l'aider, 2 mois après, ils t'ont complètement oublié. Ils t'évoquent même pas parce que bon, enfin, au début, c'était quand même Alistair Black et Carrillo quoi, qui venaient à chaque fois sauver Rey Mysterio et tout. Mais bon, ils ont leurs problèmes entre eux, ils ont leurs problèmes de famille. On verra plus tard, ils vont régler ça. Et à préciser d'ailleurs que Seth Rollins a donné à son disciple Murphy jusqu'à 10 heures du soir pour s'excuser. Et on a quand même eu droit, je pense que tu auras trouvé ça formidable comme moi. On a eu le droit ensuite pendant le show à un décompte des excuses, c'est-à-dire pendant je sais plus trop quel match, on nous montrait l'image de Rollins et Murphy, on nous disait hop, euh, time décompte avant l'heure des excuses, genre 26 minutes, 24 secondes, 26 minutes, 23, hop, un compte à rebours. C'était assez bizarre comme concept. C'était excellent, j'ai trouvé ça super. Genre, Ouais, c'était vraiment c'est trop grave. ouais, Exactement. ouais, c'est genre le compte à rebours avant le lancement, quoi. Et que va-t-il Ouais. se passer? On nous a teasé quand même cette séquence et j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu le compte à rebours. Je me dis: «Mais attends, c'est quoi ce Ouais. truc?» J'ai relu. En plus, le petit visuel qui accompagnait était un peu mal découpé, tu voyais, Seth Rollins n'avait pas le bas du corps de Seth Rollins, en fait, c'était un Ah petit peu bon? coupé. Ouais, ouais. Du coup, c'était un petit peu mal fichu, mais c'est tellement ridicule que ça passait super bien et que d'autant plus que, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'on en a eu pour notre argent justement. Ah Une bah fois que ce oui. com ce compte à rebours est arrivé à sa fin puisqu'effectivement, ben, voilà, on arrive à la fin du compte à rebours. Est-ce que Buddy Murphy va s'excuser? Est-ce que Seth Rollins va s'excuser? Mais qui va s'excuser? On ne sait même plus, c'est au bout de voilà, c'est comme les vieilles rivalités, on ne sait même plus pourquoi on doit s'excuser à la fin. C'est vrai. Je veux dire, ça fait des mois que ça dure. Effectivement, là, Seth Rollins tient tout un discours comme tu l'as décrit, comme quoi c'est lui qui a sauvé Buddy Murphy, donc un petit peu de gratitude, bordel de merde. Et tu vois, j'ai trouvé que cette Rollins avait super bien joué parce que ça monte vraiment crescendo, quoi. Au Mmh. début, il demande: «Allez, vas-y, tu veux pas prendre cette route-là, sois un peu reconnaissant, tu sais que c'est pour voilà, faut pas se mettre au travers, du de voilà, de la grande cause, quoi, le bien commun». Il fait ça Mmh. pour le bien Le du plus grand monde, quoi. bien, ouais. Bah, ouais, exactement, donc c'est pas faut pas que ça devienne une affaire personnelle. Et là, Mmh. tu vois Murphy, il est tiraillé, il est énervé parce que lui, ce qu'il veut, c'est que l'autre s'excuse et l'autre lui hurle dessus et il dit: «Apologize, apologize, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi», et ça devient vraiment violent et bah, Buddy Murphy, il ne s'excuse pas, il s'excuse pas et il attaque, Seth Rollins, il Il attaque se Seth. retourne contre son messie. Eh oui, le disciple se retourne contre son messie, hem et du coup, voilà, c'est la bagarre, c'est la bagarre.
Il récupère un kendo stick, on en a vu beaucoup, des kendo sticks, et il frappe Seth Rollins, il le frappe, et Murphy qui hurle sur Seth Rollins qui est en boule en fait, comme s'il se faisait attaquer par un ours. Il paraît que quand un ours t'attaque, faut se mettre en boule. Alors, je sais pas. C'est une bonne technique, si, c'est vrai. Ah, tu valides? Ouais, je peux valider, mais Moi, je pense que ça marche, sinon tu serais pas là à l'heure actuelle pour parler de cet épisode. voilà, oui, pareil. Par contre, le kendo stick, j'ai jamais été attaqué, je peux pas dire. Ah bah faut se mettre en boule aussi apparemment. Voilà. Bah moi, je m'excuse de suite en général, donc je suis pas fait. Je sais pas pourquoi, mais je m'excuse. Voilà. Et alors j'ai trouvé super parce que en fait, tu sens, il y a une espèce de bascule où Seth Rollins, il offre son corps parce qu'il retire sa veste et comme s'il attendait vraiment que Buddy Murphy se défoule et il lui dit: «C'est bon, tu en as fait assez, c'est terminé», et il l'attaque, il lui met, je crois, des pouces dans l'œil pour, Oui. pour l'attaquer et donc lui balancer à son tour des coups de kendo stick. Et c'est à ce moment-là où Alia débarque alors que Seth Rollins était parti chercher une chaise. Elle l'implore d'arrêter, et il arrête. Et à ce moment-là, Dominique et Rey Mysterio et Madame Mysterio, Angie, je crois, Angie, débarquent également. On dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête!» Alia se fait engueuler par son frère parce qu'elle défend Buddy Murphy, alors que Buddy Murphy voulait laver l'honneur de, de sa sœur, donc il n'y a rien qui va. Ouais. Et Seth Rollins, il regarde tout ça bien content de son coup, visiblement, puisque dans la Gorilla Position, il voit tout ça sur un écran de contrôle, et finalement, il a l'air d'avoir obtenu ce qu'il cherchait. Il a continué à semer la zizanie dans la famille Mysterio, d'une façon peut-être qu'il n'avait pas imaginée. Mais il semble avoir réussi, malgré tout, son plan diabolique. Écoute, beaucoup d'émotions. Ah oui. La tragédie, on parlait de tragédie grecque pour la division féminine tag team. Là, je pense que là, on peut vraiment parler de tragédie grecque parce que c'est la tragédie. On est en plein dedans. Est-ce que ça t'a retourné l'estomac, tout ça? Ah, moi j'ai été pris aux tripes du début à la fin. Non, j'ai trouvé que de toute façon cet épisode de Raw a beaucoup progressé sur pas mal de choses, et là il s'est passé beaucoup de choses parce que mine de rien, qui aurait cru le jour de l'annonce de la grossesse de Becky Lynch, là, ce jour où Rollins s'était perdu dans les vapes et a donné un petit coup de coude en passant à Rey Mysterio, enfin, où Rey Mysterio lui avait donné un petit coup de coude en passant et que Rollins avait pété les plombs en lui crevant l'œil. Qui aurait cru que c'était quand ça? C'était après Money in the Bank, ça fait 5 mois peut-être, 3-4 mois qu'on serait encore dans cette feud avec tout ce qui s'est passé, toute la famille Mysterio qui apparaît à l'écran, les débuts de Dominique. Enfin, il s'est passé énormément de choses. Et ça a commencé là depuis quelques semaines, je trouve, à traîner en long. Pourquoi on avait encore des Dominique contre Murphy ou Dominique contre Rollins? Ça me semblait être, surtout que Mysterio est out, donc ça me semblait être un peu tiré en longueur cette rivalité. Là, il s'est passé beaucoup de choses et tout le monde a super bien géré. Enfin, quand je dis tout le monde, les deux principaux protagonistes, Murphy et Rollins, ont été excellents, je trouve, dans leur psychologie de cet épisode. Rollins, magnifique, comme tu l'as dit, quand il est face à face avec son disciple pour l'heure des excuses, donc à 22h, heure locale. Il commence par être copain, il lui dit vas-y, c'est facile, excuse-toi, c'est juste une phrase et puis on passe à autre chose. Après, il se fait menaçant et il lui dit quand même, tu sais ce qui arrive à tous ceux qui se mettent en travers de notre route. Donc, clairement, voilà, si tu t'excuses pas, tu vas devenir un ennemi et je vais te casser la gueule, te crever un œil et tout ça. Après, voilà, il lui gueule dessus, il fait jouer l'autorité limite hormonale, quoi. Hop, il lui envoie de la testostérone dessus, apologize, etc. Mais il a faim. Alors, t'as bien décrit, je rajouterais ce passage, oui, là où Murphy le tabasse avec le kendo stick, que Rollins, voilà, en signe d'apaisement, en fait, se met enlève son t-shirt, s'offre, et tout en s'excusant. Là, il a joué quand même le pire des traîtres, Rollins, puisqu'il dit c'est bon, ok, pardon, pardon à Lia, pardon tout le monde, j'ai compris, j'ai eu ma leçon. Et puis, bah, comme on pouvait s'y attendre, hein, dès que Murphy tourne un peu le dos, il met le pouce dans les yeux, il le retabasse. Ouais, c'était un acte de contrition auquel on a assisté de la part de Seth Rollins. Lui qui est le Messie a fait un acte de contrition face à son disciple. C'était beau. Ah, pour moi, c'était tout ce qu'a fait Rollins là, c'était très beau. Et effectivement, la fin où il jubile devant sa télé, c'est parfait. Parce que moi, je vais mettre un bémol. Je commence à trouver que la famille Mysterio est une famille de gros beaufs là. Putain, il pourrait comprendre. Alors déjà, il pourrait comprendre que Murphy est en train de trahir et de se rendre compte
Murphy est en train de se réveiller, parce que des fois, quand on est gouroutisé, on a une prise de conscience et on sort de l'emprise psychologique du gourou. Donc, ils pourraient peut-être se dire qu'ils vont aider Murphy là-dedans, puisque ça deviendrait un allié. Même s'ils ont trop de rancœur, parce que c'est vrai que Buddy Murphy les a bien tabassés aussi, eh ben, ils pourraient au moins comprendre les sentiments de Alia qui essaye de se mettre en travers, qui est choqué, qui est très ému. Mais là, Dominique Mysterio, il a dit ouais, il faut qu'on protège l'honneur de la famille, là, les machins. Un peu famille de gitans, les Mysterio, je trouve, là, sur les bords. Ah, Attention les gypsies du Mexique, quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein. Les gypsicos. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu trouves qu'ils sont légitimes Non, effectivement, on perd un petit peu le. Bah, après, c'est ça. Là où tu as raison, c'est que on a une grosse évolution et finalement le point focal de l'histoire passe de bascule, l'honneur de la famille Mysterio Mm. vers la relation et le lien entre le disciple et le Messie. Et du coup, c'est vrai que limite la famille Mysterio va. Ils ont un train de retard, là. Ouais, ils ont un train de retard. Ouais. Ils sont toujours en train de courir en disant: «Et au fait, on vient pour Ouais. venger l'honneur de la famille.» Ouais. Non, mais les gars, on est passé à autre chose, là. On est en 2020, là. Wow, on se Oui. calme. Il y a le Covid et tout, là. Ouais. Mm. Donc, ouais, effectivement, on fait un peu la transition. C'est vrai que du coup, ils ont l'air un petit peu à côté de la plaque, hein. Mais bon, malgré tout, on va dire la mise en scène et la tournure que ça a pris est tellement va vraiment dans le bon sens que bon bah effectivement les Mysterio, on avait envie de passer à autre chose, bah on passe à autre chose, eux passent pas à autre chose, tant pis pour eux, hein. Ouais. Non, mais je suis rassuré parce que je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de très intéressant. Puis entre Murphy et Rollins, et notamment in-ring, ça promet d'être quand même intéressant et qualitatif. Et la présence d'Alia, en fait, me rassure dans le sens où on va pas partir dans une intrigue d'amour, clairement, comme ça arrive des fois à la WWE et tous les trucs glauques à la Lana et tout, parce que elle est quand même mineure. Elle va pas catcher non plus parce qu'aux États-Unis elle est mineure, voilà, elle a pas 21 ans. Donc on va pas se retrouver avec Alia qui catch, je sais pas, contre son frère ou des conneries comme ça. Et alors je sais pas trop ce que ça va devenir pour la famille Rey Mysterio, mais ouais, ça m'intéresse plus pour le côté disciple et Messi de l'autre côté. Enfin voilà, on peut pas, je suis pas fondamentalement inquiet que ça dérape sur quelque chose d'un peu trop cassos, des émissions là en enquête exclusive ou autre, parce qu'ils peuvent pas trop faire ça avec Alia qui est trop jeune et avec Dominique qu'il faut pas non plus griller de suite. Ouais, non, clairement, Dominique, on va le garder dans son petit couffin là, de Ouais. babyface. Toi, voilà, tous les scénarios qu'on avait imaginés de heel turn de Dominique. Ouais. Finalement, aujourd'hui, avec le recul, c'est très bien qu'il ne l'ait pas fait, puisque Oui. il est encore jeune et un peu vert, et ce serait beaucoup lui demander, je pense, toi, d'être parti sur cette voie-là. On s'est plutôt réorienté plutôt vers Seth Rollins, qui représente quand même effectivement l'avenir et le présent de Monday Nitro, en tout cas, Ah bah jusqu'à oui. cette semaine, Mm. que Dominique commençait à essayer de tourmenter un peu trop ces jeunes enfants qui voient déjà suffisamment d'horreur sur les Mm. réseaux sociaux toute la semaine, hein. On va pas en Exactement. plus les tourmenter avec des histoires compliquées de tests de paternité. Oui, ça c'est très bien. Ça, d'ailleurs, c'est bouton en Ouais, touche. mm. Eh ben écoute, tu m'as parlé juste d'avant de Kevin Owens. Oui, je Kevin l'aime bien. Owens. Ah ouais, tu Bonjour l'aimes. mon ami. Oui, oui, bonjour mon ami. Bonjour mon ami, évidemment. Qui c'est qui parle français? C'est comme ça, bah, c'était Bray Wyatt. Parce que ce soir, Bray Wyatt était invité au KO Show, hein, c'est ça? Ouais, Et c'est du ça. coup, était l'invité d'honneur. Alors, avec Bray Wyatt et The Fiend, visiblement, parce que les deux étaient à l'affiche sur le petit graphique d'annonce de cet épisode. Mm. Donc, Kevin Owens est tout seul, voilà, dans sa configuration, voilà, sur son plateau, là, au milieu du ring, avec sa petite déco, là, ses petites chaises et puis son petit panneau qui est au chaud. Et puis il commence à parler tout seul et puis il nous explique qu'en fait, effectivement, lui, bah, il a changé. Il a Ouais, senti un truc différent quand le Fiend lui a mis la main dans la bouche, ce que je peux ouais. comprendre. Je pense que Mm. n'importe qui se fait mettre la main dans la bouche par The Fiend se sent un petit peu bizarre, Mm. à différents degrés, et il a vu des choses, ça lui a rappelé des trucs, et voilà,
voilà, il est plus le même, il est plus le même. Du coup, il a envie de faire venir Bray Wyatt. Il dit bah voilà, viens, ensemble, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et on va discuter, quoi. Et Bray Wyatt apparaît évidemment à l'écran dans la Firefly Funhouse. Bray Wyatt qui lui dit bonjour mon ami en français dans le texte, comme Raphaël l'a si bien cité, nous rappelle, et j'ai d'ailleurs trouvé qu'ils auraient pu appuyer un petit peu plus dessus, peut-être vont-ils le faire dans la suite de la rivalité, l'importance de l'amitié. Et oui. Et on sait ô combien Kevin Owens est le pire des meilleurs amis. Ah bah ça. J'aurais bien vu un petit montage vidéo, on aurait vu toutes les trahisons de Kevin Owens envers ses amis, et peut-être qu'on gardera ça pour un peu plus tard. Et puis, il faut l'accord de Chris Jericho, ce qui n'est pas facile. Ah bah il y a un truc qui est faisable, c'est que et qui serait extraordinaire, c'est que la Firefly Funhouse avec tous ces petits personnages, les lapins et les cochons, nous organise un festival of friendship Oui. et utilise le même nom tout en faisant une sorte de mise en scène rigolote. Mais ça j'aimerais. J'ai peu d'espoir, mais j'aimerais. Ça serait rigolo. Ah si, mais ils vont le faire. si. Voyons. Pourquoi ils le feraient pas puisque c'est une bonne idée? Ah bah oui, voilà, t'as raison. T'as raison. Non, mais ce serait excellent. Du coup, il a préparé une petite chanson. Après, voilà, il chante. Alors, voilà, il va pas gagner la France a un incroyable talent, ça c'est sûr. Non. Déjà parce qu'il n'est pas en France. Mais Ni The quand Voice même. Kids. Peut-être. Il y a une petite chanson sur l'amitié, tout le monde chante, les marionnettes chantent, Kevin Owens ne chante pas. Alors le mec qui n'a pas invité un karaoké, c'est bien Kevin Owens, visiblement. Pourtant, les paroles sont écrites en plus. Ah bah c'était un karaoké, c'était assez simple. Moi j'ai chanté devant mon écran, je sais pas toi si t'as chanté. Oui, Friends. Après je sais plus. Oui, bah Friends, vive voilà, l'amitié c'est important, l'amitié c'est formidable. Et puis soudain, Bray Wyatt a l'air tout à fait sérieux et il nous explique puisque Kevin Owens pose des questions sur Alexa Bliss et The Fiend, visiblement le nouveau couple diabolique de la WWE. Et bah écoute, ce qui se passe entre Alexa Bliss et The Fiend, cela ne nous regarde pas. C'est vrai que de quoi il se mêle ce Canadien. Et il nous annonce que le monde aura la suite de cette histoire à Friday Night SmackDown. Et au moment où Kevin Owens, le show s'arrête, et Kevin Owens dit dans ce cas-là, moi je veux pas attendre vendredi. C'est vrai, il a raison. Pourquoi attendre vendredi? Je viens de chercher par la peau du cul, j'arrive. Alors, on se dit tiens, il va atterrir dans la Firefly Funhouse. Maintenant, il a arrêté et il se prend un énorme Black Mass par le Captain Jack Black Sparrow, Alistair Sparrow, qui est venu se rappeler à son bon souvenir. Et voilà, donc la boucle est bouclée. Alistair Black, Kevin Owens, tu les avais cités dans la rivalité de Rey Mysterio. Et ben les revoilà un petit peu plus tard. Voilà. Alors Kevin Owens, effectivement, c'est pas le meilleur ami, c'est le pire des meilleurs amis, mais est-ce qu'il nous fait pas une superbe victime là pour Bray Wyatt et The Fiend? Moi, je pense que ça va être une très bonne rivalité dans cette créativité au micro là. Là, j'ai trouvé ça très très bon ce segment. Kevin Owens, il a été crédible là. Quand il nous a dit je me sens moi aussi différent, le Finn, c'est vrai qu'il nous change. Il jette ses sièges et tout du ring en disant là, on va pas s'asseoir bien gentiment, ça va être autre chose. Donc il réagit bien, je trouve. Bray Wyatt a été excellent. Enfin, le Firefly Funhouse m'a beaucoup fait rire. Après, j'espère vraiment comme toi que cette histoire d'amitié, ils vont la garder parce qu'il y a tellement à écrire entre Kevin Owens et l'amitié, mais j'espère. Mais comme à la fin, comme tu l'as dit, il change un peu de visage, Bray Wyatt, en disant oh tu es un bully, t'es une brute, et puis nous on n'aime pas les brutes. Ça m'a fait dire que peut-être ils allaient abandonner cette histoire d'amitié de suite. J'espère pas. Et par contre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alistair Black, il est un peu un train de retard. Là, moi, je trouve aussi. Et il est encore en train de. Comme la semaine dernière, là où il a attrapé Kevin Owens par derrière pour le faire tomber pendant que, au milieu du ring, qui c'est qui était là? C'était Bobby Lashley ou je sais plus qui. Ah non, c'était Braun Strowman et Bobo Kako, là. Ah oui, et Baba Koto, oui, voilà, exactement, t'as raison, oui, c'est ça. Donc, en fait, Alistair Black, il tire vers lui pour qu'il ait une feud, là. On dirait qu'il est revenu à l'époque de pick a fight, là, il est là. Mais je veux me battre. Et puis Kevin Owens, il s'en fout, il est déjà loin devant, donc... Mais oui, personne veut se battre contre Alistair Black. Mais c'est hyper triste et tout ça, et la faute de la famille Mysterio, je le dis encore, désolé si tonton Chris nous écoute, mais si c'était plus clair. Mais ouais, je suis un peu...
pour le coup, rappelons-nous qu'il y a 3-4 mois, Alistair Black, on le voyait gagner le Money in the Bank et partir champion du monde limite et tout. Ça stagne un peu et je le vois pas. Enfin, sachant que Kevin Owens a l'air parti pour feuder contre Bray Wyatt, parce que ça va pas être juste l'histoire d'un match à SmackDown, ça va durer cette histoire. Je vois pas comment Aleister Black peut sortir vainqueur ou renforcé d'une feud contre un mec qui est déjà en feud contre un autre gars qui est plus haut dans la carte. Enfin, c'est une drôle de configuration quand même hein, pour lui. Bah, ouais, toi, c'est typiquement le genre de rivalité croisée qui Ouais. va se dénouer grâce à la draft. Oui, c'est sûr. Typiquement, on va probablement avoir un match Aleister Black contre Kevin Owens ce vendredi et ou lundi qui va donner une victoire à Aleister Black, puisque Kevin Owens n'en a pas forcément besoin à ce stade-là, puisque comme tu dis, il part sur une nouvelle rivalité. Et les deux vont séparer leur chemin, peut-être via la draft. Hein. Et puis ce sera fini, on n'en parlera plus. Mais Aleister Black pourra remonter dans le Gypsico Wagon, là, le wagon des Romanichels du Mexique, là, qui ont 50 wagons de retard. Et puis au revoir, monsieur. Mais pour vendredi, le match est déjà prévu entre Kevin Owens et Bray Wyatt et le Fiend. Ah d'accord, ok, oui, écoute, je sais pas. Si. Bah alors intervention, je sais pas, parce qu'il nous faut un match quand même entre les deux pour sceller. Ben oui, je sais pas. Il faut un Black versus Owens, même si on l'a déjà eu 2 fois. Peut-être, oui. Peut-être lundi. Peut-être lundi, ouais. Peut-être lundi, mais si c'est lundi, ça veut dire que Kevin Owens va à Raw. Non, attends, Kevin Owens, les deux sont encore à Raw, c'est ça? Oui, officiellement. Je sais pas comment ils peuvent nous. Ou alors si SmackDown et Raw deviennent là pour cette semaine-là deux shows où tout le monde est un peu mélangé et puis à la fin on nous dit qui est où, ça c'est possible. On sait pas du tout comment ça va se présenter parce qu'il y a eu des fois où c'était une espèce de comme un tirage au sort aléatoire. Il y a eu des fois où c'était Fanny ou Shane qui annonçait qui allait chez qui. On sait pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas d'infos. Ouais, les dernières années, c'était tout simplement des arrivées en fait tout au long du show, voilà, en mode surprise. Regardez qui débarque à SmackDown. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, d'un point de vue chronologique, vendredi, on aura les transferts de Raw. Les gens qui arrivent de Raw vers SmackDown. Donc, tous les gens de Raw qui seront à SmackDown, on devrait plus les revoir. On ne devrait pas les revoir le lundi, même si historiquement, il y a déjà eu des cas où ils ont fait du rétro-pédalage. Ouais. Et à l'inverse, pour savoir qui arrivera à Raw, il faudra attendre lundi. Quoi. Ouais. Donc, on verra bien. Mais effectivement, là, ils vont dénouer un truc. Il faut leur faire confiance, Rafa, voyons, tu le sais. Oui, bien sûr. Alors, on va arriver à ta stipulation préférée, si j'ai bien lu le Discord. Le match, le exhibition match. Ah, formidable. Qui a une stipulation très très particulière. Très rare. Très rare, puisqu'il s'agit d'un match comme les autres, mais qui a un nom différent. C'est ça. C'est bien ça. Backstage, on a une petite vignette de Braun Strowman, je crois, qui cherche la baston, c'est ça? Il est avec Adam Pearce. Ouais, il veut un match. Il veut de la baston. Et du coup, Keith Lee, qui passait par là, dit bah écoute, moi aussi je veux la baston. Et du coup, on dit nous aussi on veut de la baston, et ce sera du coup un match d'exhibition. C'est un match d'exhibition, c'est un match qui compte pas. En général, dans le sport, un match d'exhibition, c'est un match qui compte pour du beurre. Où les points ne sont pas comptés. Là, ce qui a été compté pendant ce match, c'était la durée pendant laquelle les opposants se sont retrouvés à l'extérieur. C'est un truc qui a été compté. Ça compte. Ça compte. Parce qu'on se dit quand même, ça c'est un match de pay-per-view, Braun Strowman contre Keith Lee. Ah bah oui. C'est du méga hyper poids lourd. Le match donc commence un petit peu plus tard. Braun Strowman nous offre un superbe dropkick qui envoie valser Keith Lee après qu'ils essayaient de faire un petit peu des tours de force là, l'un envers l'autre au début. Ça se retrouve à l'extérieur. Et je sais pas, ça a duré quoi? Même pas une minute, quoi. Et même le décompte à l'extérieur, on n'a même pas calculé qu'en fait l'arbitre était en train de décompter à l'extérieur. L'arbitre a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis il a sonné la cloche. Braun Strowman n'était pas content. Du coup, Braun Strowman il a foncé à travers Keith Lee, tel le train qu'il est. Ouais, on cherchait à quoi rattacher le wagon de la famille Mysterio. Ah bah oui. Le train de Braun Strowman, le Strowman Express. Bonne idée. Chouchou, arrivé en gare. Keith Lee, il est un peu sonné, et Keith Lee, il est pas content, et Keith Lee, il veut la bagarre, et Keith Lee, il va balancer Braun Strowman sur l'écran de LED
du Titantron, et à la fin, les deux se retrouvent, plongent depuis le stage, quoi, l'estrade, Ouais. et finissent à travers les cartons et tout le matos, à travers la table et tout le bordel. Et voilà. Donc, est-ce que c'est bel et bien ta stipulation préférée, Exhibition Match? En fait, c'est une Alors, espèce de match teasing sur ce qu'un vrai match pourrait être. ouais, c'est ça qu'ils auraient dû nous dire. Ils auraient dû nous dire, vous faites une petite mise en bouche. Ouais, vous Donc avez une minute pour nous montrer ce que vous voulez. voilà, non mais limite, ça aurait été plus cohérent parce que, effectivement, on en a parlé, peut-être la semaine dernière avec Papy ou je ne sais plus trop quand, ma mémoire me fait défaut, sur le fait que, ben, même si on n'était pas encore tout à fait à la draft, ben, on voyait Braun Strowman à Raw dans le Raw Underground, on voyait, Kevin Owens a été à SmackDown, pour faire un petit, KO show, enfin, ça commençait déjà à aller d'un côté et de l'autre. Mmh. Et donc là, Braun Strowman, ben, enfin, c'est même plus, il fait coucou à Raw, il est tout le temps à Raw, il est plus à SmackDown, donc on pourrait admettre qu'il est drafté. Mais non, donc Adam Pearce lui dit, ah désolé gars, mais officiellement t'es à SmackDown, donc t'as pas le droit de faire un match. Alors ça sort de nulle part. Donc tu vas faire une exhibition, ça compte, c'est pas un vrai match, ça compte pas. Alors on nous a jamais expliqué en quoi les vrais matchs comptaient. Braun, c'est cyclique hein, chez lui, parfois il est champion du monde, champion universel, et parfois il erre sans but, et alors là c'est clairement ça. Il y a une phrase, la phrase qu'il a dit était pleurante de vérité, je trouve, il était là, ah bah tant que quelqu'un va get this ends, moi ça me va, donc tant qu'il tape quelqu'un, il s'en fout de qui, de quoi, Enfin voilà, il est juste énervé. Assez étonnant le choix de Keith Lee en face, mais ça c'est sûr que ça fait rêver, et là bon voilà, comme tu dis, c'était un match teasing, quoi. C'est-à-dire que le match, il n'a pas eu lieu en quelque sorte. Mais on a eu tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les tribunes détruites, le paquet d'arbitres en tenue rayée qui font 25 kilos qui essaient de séparer tout le monde, le segment mastodonte où on passe à travers tout le bordel là, avec en plus une magnifique vue en contre-plongée où on a l'impression que voilà, c'est King Kong et Godzilla qui nous tombent dessus. Donc, sur le papier, ça fait une belle feud et je pense qu'on va là aussi officialiser les choses en transférant Braun Strowman à Raw ou Keith Lee à SmackDown, je sais pas, mais voilà, pour les deux bonhommes, en soi, c'est pas si mal parce que je trouve que c'est exactement le genre de physique qui serait bien autour d'un titre mondial évidemment, mais qui a pas besoin non plus de ça en fait. C'est juste un match de titan quoi. L'enjeu de gagner la feud contre l'autre va presque se suffit à lui-même. Voilà, est-ce qu'on va avoir une belle feud cet automne entre les deux? Ça serait sympa. C'est vrai que pour Keith Lee, en fait, j'ai vraiment, je crois qu'il va être dans la configuration de beaucoup de transferts de NXT dans lesquels on a beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, je pense que Keith Lee, dans 2-3 mois, on se lamentera, on se dira, oh là là, ils ont cassé toute la hype, il fait plus trop rien, il gagne, il perd. Mais je pense que dans allez, 6-8 mois, par contre, là, on se dira, ouais, quand même, ils ont bien. Enfin, il faut un peu de temps qu'il s'installe et dans 6 mois, un an, il sera devenu champion du monde ou tout ce que vous voulez. Mais n'ayez pas peur pour lui à long terme. Mais si vous êtes un gros fan de Keith Lee et que que vous l'avez trouvé monstre destructeur génial à NXT, dites-vous que ça prendra un peu plus de temps, quoi. Ouais, de toute façon, tout prend un peu plus de temps, on peut pas. Mais C'est vrai oui. qu'ils arrivent toujours en fanfare. C'est Tonton et Papy qui en parlaient, je crois, dans une de leurs précédentes analyses, qui parlait de la montée des mecs de NXT. Ils arrivent souvent en fanfare, les mecs. On nous les annonce comme des nouveaux Golden Boys ou Golden Girls, et puis finalement, 2-3 semaines plus tard, ils retombent un peu dans les limbes. Ils doivent se refaire. Mais ils doivent se refaire la poire quoi, en affrontant soit de la low-card ou dans des matchs sans grands enjeux, si ce n'est montrer qu'ils sont là et qu'ils sont costauds et qu'il va falloir peut-être compter sur eux dans les mois Mm. qui viennent. Mais ouais, là, faut Le pas. petit Matt Riddle, quoi, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Matt Riddle, il est arrivé en fanfare et puis finalement, après, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est un petit peu bloqué. Mais il peut revenir. Voilà, il n'y a, Ouais. il y a pas de place pour tout le monde. Hein. Non, mais Keith Lee, il y a de la place, hein. Enfin, je suis convaincu que ce mec. Oui, c'est marrant, c'est plus tu prends de place, plus il y a de la place. C'est marrant, hein, les gens Ouais. se poussent en fait. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est assez logique au final. C'est sûr. Bon, écoute, je vais décider de réarranger un petit peu les différentes séquences parce que je vais garder pour la fin ce qu'ils auraient pu garder pour la fin. En tout cas, pour nous suiveurs qui aimons les résolutions de mystère. Ah, Et ok.
Ouais, plutôt que de nous parler des histoires du Hurt Business tout de suite, je vais nous parler du coup du main event, le vrai main event qu'il y a eu, qui était un match. Alors on va pas se plaindre, parce qu'on se plaint souvent que ça se termine pas par un gros match qui implique en plus le champion du monde. Donc là, c'était très bien. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu donc Drew McIntyre accompagné des Street Profits qui affrontaient Randy Orton accompagné de Dolph Ziggler et Robert Roode, qui sont à nouveau copains, puisque visiblement, dans le Raw Talk qui a suivi, ils prétendent à mettre à feu et à sang la division tag team. Retour Ah, aux bah, très affaires de bien. Ziggler et Robert Roode. Excellent. Peut-être aller chercher la ceinture des Street Profits. Ah bah là, c'était la Le bonne temps. configuration, là, 3 contre 3, ouais. Parfait, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Du coup, le match a eu lieu. Montesford est toujours au taquet, il saute dans tous les sens. C'était assez incroyable. Randy Orton n'a Dieu que pour Drew McIntyre. Il n'arrête On le pas de comprend. le provoquer. À un moment, il remonte sur le ring en roulant, tout en gardant son regard en direction de Drew McIntyre. C'était vraiment le sens du détail, pour la vipère. Autant, effectivement, entre les cordes, il n'est pas forcément hyper excitant, mais il est vraiment à fond dans son personnage. DDT de Montesford sur Randy Orton. Le gros tag de Drew McIntyre qui défonce Dolph Ziggler, son ancien partenaire. J'aurais bien aimé un petit peu de face-off entre les deux là. Les Street Profits qui reprennent le relais et à la fin, tout à la fin, Randy Orton parvient à placer son RKO sur Drew McIntyre alors que Drew McIntyre avait placé, je crois, son gros kick sur un de ses adversaires, Robert Roode probablement. Ah bah les deux, il a fait Claymore, il a fait un Sur Claymore Ziggler et sur Dolph qui en est tombé par-dessus la troisième corde en arrière, là, qui a failli rater son segment mais qui a réussi quand même à faire sa petite pirouette. Et Roode a pris le Claymore au milieu du ring, il a juste eu besoin de rouler au sol. Moins spectaculaire. moins spectaculaire dans ce chaos qui a donc clôturé ce match et qui a vu, écoute, Papy nous a dit sur Une le première. Discord, une première, on a assisté à une première. Le premier tombé qu'a subi notre champion adoré, notre champion écossais, Drew McIntyre, Ouais. qui est tombé des mains de Randy Orton. Incroyable, Randy Orton qui engrange donc une belle victoire là à l'approche de Hell in a Cell dans ce main event, voilà, qui a vu ce 3v3. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, le 3v3 a pas fait l'unanimité, hein. Je crois que c'est notre ami Papy qui a pas trop aimé. Oh, Ça faisait un peu Teddy Long style. C'est vrai que ça pouvait sortir un peu de nulle part parce qu'on n'a pas vu beaucoup non plus des Street Profits interagir avec Drew McIntyre avant ça, et on voit pas trop ce que Ziggler et Roode vient foutre avec Randy Orton. Mais bon, en soi, pourquoi pas. Et j'ai trouvé que c'était un beau match court, mais bien vitaminé, comme tu l'as dit, avec Montesford qui fait son énorme splash là depuis la troisième corde. Dolph Ziggler qui a réussi à faire pas mal de choses, qui a fait son. Pas son zigzag, mais le Famous là, la prise qu'il fait avant. Orton, bon classique, son DDT en prenant l'adversaire sur la deuxième corde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre que j'avais noté? Ouais, pas mal de choses. Donc la série de Claymore. Ça basculait d'un côté comme de l'autre. Et puis bah voilà, gros choix qui je pense est un très bon choix dans la poursuite de la feud. Parce que si on regarde bien, même si Randy Orton a envoyé Drew à l'hôpital, on nous a dit parce qu'il avait pété la mâchoire et tout, ces derniers temps, Orton il tabassait un petit peu tout ce qui était autour de Drew McIntyre, dont les plus vieux, mais en face-to-face, c'est ce qu'on a eu au début de show dans la salle des il légendes, fuit. et il fuit et il prend tout sur la gueule. Donc là, il place son RKO et il gagne grâce à ça. Et rappelons que dans le match à l'Innocel, il pourra gagner grâce à ça, ce qui n'était pas le cas dans une ambulance. Donc c'est très intéressant parce que ça rééquilibre un peu. Et Orton a encore répété et répété que cette feud n'était pas finie et qu'elle ne finira que quand lui sera champion du monde. Que à force, moi je commence un peu à le croire, dans une cage, Randy Orton me paraît en meilleur, on va dire en position plus habituelle pour lui que Drew, qui de sous mémoire n'en a jamais fait de Hell in a Cell. Donc je commence à. Bah, ça reste à peu près équilibré finalement, alors qu'on est déjà à 2-0. Randy Orton, il a perdu déjà 2 matchs contre Drew en pay-per-view. L'un à SummerSlam et l'un à Clash of Champions, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est ça. Mmh. Et donc là, 2-0 en général, ça fait beaucoup. Mais là, ça a réussi à rééquilibrer un petit peu. Enfin, je sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais Ouais, ouais, bah, après il y a des beaux 3-0, hein. On se souvient du 3-0, que le Shield a mis à Evolution. ah oui, extraordinaire. Un gros 3-0, mais Ouais. c'était voilà. Ouais, mais ça, c'était le plan A. Il y avait un Ouais, plan B. voilà, c'est ça, c'est que derrière, il y avait toujours un plan B. Eh oui, Mmh. évidemment, évidemment. Ouais, ouais, moi j'ai bien aimé ce main event, effectivement en soi, le problème étant, juste simplement effectivement la position, mais j'ai bien aimé effectivement une petite victoire de c'est vrai que tu as raison de le pointer finalement, Randy Orton, il a jamais vraiment eu la main mise sur Drew McIntyre, puisqu'à chaque fois Drew McIntyre lui rendait les coups, tu vois? L'autre il lui Ouais. mettait, 3 punt kicks, la semaine d'après le mec il revenait, il lui foutait trois claymores Mmh. et après, bah, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en prenait au aux vieux, quoi. Ouais. C'est vrai que là, on a enfin, ce Hell in a Cell va vraiment permettre d'avoir le véritable duel, homme à homme entre les 2 Mmh. avec, Ouais. probablement un bon gros finish, qui va sceller, le destin de j'imagine, enfin voilà, la fin de cette rivalité là, quand on se plaint que souvent on force les Hell in a Cell là, Ah bah là, ils oui, ont non. ils ont bien calculé leur coup. Ouais. Et puis, s'il vous plaît, un vrai Hell in a Cell et pas un finish sur une disqualification, là, hein. Une fois, mais pas deux, ça. Un arrêt de l'arbitre qui n'en pouvait plus. Plus jamais ça. Oh, je ne pouvais pas laisser les 2 hommes s'entretuer, voyons. Ah oui, non. Tiens, la ceinture 24 a changé 2 fois de main, Ah dans une oui, poubelle. ça, Drew c'était très Gulak. rigolo. Ah ça, c'était très drôle. Ouais, ça m'a fait marrer. Heureusement que j'ai pas oublié. On avait il y avait donc à l'approche de la draft, R-Truth avait fait un petit tableau, une espèce de projection comme aiment faire les analystes, sportifs quand il y a des drafts, Mmh. avec d'un côté, les colonnes Raw et de l'autre côté la colonne SmackDown et donc les transferts et en fait, si tu faisais moi j'ai forcément fait un arrêt sur image et j'ai lu Et les noms et c'était du grand n'importe quoi. Alors évidemment, tu avais du Vince McMahon, tu avais, tous les panélistes, qu'on a, pour tous les ceux qui regardent les kick-off et les pré-shows, ont dû reconnaître des noms. ouais, Il y avait Little Jimmy qui était là, ouais. et plein d'autres noms comme ça complètement, absurdes. Des anciens, des mecs qui traînent backstage, c'était assez marrant et c'était très drôle parce qu'à un moment, il se retourne et puis il voit un Un homme de ménage. un technicien de surface, un homme de ménage, voilà, qui, avec sa capuche et la tête basse comme ça, entre les épaules. Puis il fait: «Oh putain, mais ça c'est Randy Orton!» Et ouais, et bah, il a vu l'Euro de la semaine dernière, hein. Et lui aussi, il a regardé la relation derrière, ouais, effectivement, c'était l'accoutrement de Randy Orton, pour aller attaquer les légendes dans leur loge. Mmh. Sauf que c'était pas Randy Orton, c'était Drew Gulak et que, voilà, en mode gag mode là, il a glissé sur une flaque et Drew Gulak en a profité et un petit peu plus tard, il a récupéré son titre, en se battant dans une poubelle alors que, Akira Tozawa qui n'était pas mort finalement, Non. il a battu le requin parce qu'il est ressorti du requin, Mmh. un peu en mode Kill Bill. Il a frappé le Ouais. requin, pendant 3 heures comme ça au même endroit pendant 3 heures pour lui ouvrir l'estomac et il est ressorti, il s'est caché dans une poubelle. Ça n'a servi à rien visiblement. Les 3 hommes se sont battus dans la poubelle et R-Truth a récupéré son titre. Ouais, écoute, je crois que sur, la longue liste des séquences, what the fuck, de du 24/7, celle-ci était, pas la moins pire, quoi. Mais pas la moins pire, moi je suis tout à fait d'accord. Alors notre ami Chris n'a pas aimé, hein. Lui, il nous a dit, tonton, que c'était même son flop, hein. Il dit: «Même plus besoin d'un roll-up maintenant». Le mec se casse la gueule et prend le tombé. Alors, écoute, tonton Chris, tu as mauvaise mémoire parce que c'est pas la première fois, hein. On se souvient même que le maire de Knoxville, hein, monsieur Glenn Jacobs, avait pris la ceinture 24/7 à R-Truth, alors qu'R-Truth avait percuté le poteau du Du stade, oui. football américain. Donc ça, c'est un running gag classique. Écoute, ça avait été très mauvais la séquence à la plage, j'avais trouvé avec les requins là. Et là, par contre, c'était drôle. Alors déjà, effectivement, le fait que R-Truth prenne Drew Gulak pour Randy Orton parce qu'il était déguisé en technicien de surface, c'était une très très bonne idée. Le fait qu'ils se battent dans une poubelle, et ben, c'est symboliquement, mais c'est drôle. Enfin voilà, c'est ça le titre 24/7, quoi. C'est dans la poubelle. Et limite, moi j'ai envie de voir la semaine prochaine Drew Gulak qui arrive avec, avec des lunettes 3D et un arbitre qui a des lunettes 3D et qui nous éteigne la lumière et qu'on nous fasse un tombé dans le noir ou je sais pas. Je trouve ça drôle en fait, c'est un peu méta là, ça se moque de Ouais, ce que voilà. eux-mêmes ils font, ça c'était rigolo. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça qu'on bah
R-Truth étant lui-même, méta, comme on a l'habitude Ouais. de dire. Attention, à force d'être méta, on devient une parodie de parodie, mais Ouais. R-Truth est parfait pour le rôle et effectivement, là, ça fait plaisir parce que ça fait appel, aux souvenirs des suiveurs. «Ah ouais, toi», enfin, il y a le petit côté genre: «Bah oui, je sais c'est quoi la ref, toi, Ouais. de Randy Orton» et bah oui, en plus, bah oui, évidemment que cette ceinture, il y a que les mecs qui sont dans dans les dans la poubelle qui se battent pour ça, quoi. C'est vrai que voilà, là, on est c'était plutôt bien vu, Mmh. et effectivement, bah, le tonton Chris qui donne un flop. Alors lui qui appelle ça le Roll Up Championship, maintenant ils font autre chose que des roll-up, il est pas content. Ça, c'est les vieux ça. Je suis en train Ah de ben râler. ça ils peuvent, mais ce que j'aime bien, c'est que bon, à part R-Truth qui a l'air, collé à cette ceinture, ad vitam aeternam, bah, ça occupe des gars qui ont l'air de s'amuser, hein, Gulak et les autres et c'est pas dommageable. Enfin, je veux dire, qui se souvient que, bah, Bobby Lashley et Shelton Benjamin sont passés par cette ceinture? Bon, Elias maintenant, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais Elias aussi, enfin, tu vois, il y a des mecs de temps en temps qui, par opportunité, par hasard de qui passent dans les coulisses à tel moment, se retrouvent un peu autour du titre pendant, allez, 2 3 semaines et puis après, bah, ils repartent vers autre chose et c'est pas plus mal pour eux, quoi, je trouve. Transition parfaite, Mmh. Et ouais, bon. puisqu'effectivement Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Tu dis que Bobby Lashley a eu le titre 24/7? Je suis pas sûr, mais je suis quasiment sûr qu'il a aidé, il a peut-être fait un Nelson à un Trouve pour laisser gagner, Shelton Benjamin ou Benjamin. quelque chose. Ah ouais. Shelton Benjamin avait le titre à un moment donné en tant que membre du Hurt Business, donc ils étaient forcément, dans les parages, hein, avec MVP, hein. Il y a eu des MVP, segments, ouais, avec MVP, ouais et R-Truth. MVP, il avait un autre segment ce soir, il est très bon MVP au micro. Ah là MVP, là. j'adore. Il Mmh. a le micro et il nous fait une petite leçon là aux petits jeunes là de comment on fait une promo, Mmh. à l'ancienne quoi, avec de l'intensité et comment on rythme son texte. Mmh. Rien que ça, c'est déjà pas mal, donner de la vie à son texte et il explique en mauvais perdant que, c'était à Clash of Champions qu'ils se sont affrontés? Non, Ouais. c'était la semaine dernière? Oh, je ne sais plus, c'était à Ah Clash of Champions? non, c'était la semaine dernière, c'était le match tag En team, ouais. weekly? Ouais. Ouais, en weekly. Qu'ils n'ont pas perdu, voilà, Mustafa Ali, Apollo et Ricochet ne les ont pas battus, et puis là, vite, il passe à autre chose, non, il commence à interpeller Retribution, parce que visiblement Retribution ont dû sortir de quarantaine également, eux Mmh. aussi. Il dit: «Ah toi T-Bag là et toute ton équipe là, vous jouez les gros bras, mais quand vous nous voyez, nous, leur business, le black and gold», c'est vrai qu'ils sont Mmh. plutôt bien sapés. Ils Ah sont ça. raccords, ils sont raccords. Mmh. Et ben vous vous barrez quoi, et puis bon après c'était plein de jeux de mots en anglais, mais voilà, leur grosso modo, ils assument pas quoi, ils jouent les gros bras et puis mais derrière, ils font les bonhommes, ils font les monstres là, les monstres de foire, mais derrière ils assurent pas. Eux, Mmh. le leur business, ils délivrent quoi, hein, on en a pour notre argent. Et là, Mustapha donc après on est un petit peu backstage je crois ou non, non, pas du tout, c'est les mecs qui sortent de backstage, Mustafa Ali, Ricochet, Apollo Crews, hein, je crois que là on a la crème de la crème du charisme. Mmh. Je suis mauvaise langue avec Mustafa Ali. On verra plus tard que la WWE non plus ne s'est pas trompée. Alors écoute, j'ai pas compris là. Ricochet il a essayé de clasher, MVP en disant en se comparant à LeBron James et comme quoi il lui avait roulé dessus et puis Ricochet, il fait: «Ouais, non, mais attends, laissez-moi parler les gars» et puis c'était pas synchro et ça bégayait et c'était naze, et je suis désolé, tonton, là, on parle mal de Mysterio et on parle mal de Ricochet, mais c'est pas possible, ces mecs-là, à Ricochet, il sait pas tenir un micro, ce gars, quoi. Il sait pas tenir un micro. C'était Beh, assez en fait, triste. ouais, c'est MVP qui avait fait, une belle promo backstage en disant aux 3 autres, «C'est bientôt la draft, mais que vous soyez chaud rouge ou chaud bleu, vous pouvez toujours être, black and gold», comme tu dis Ah ouais, d'accord. et Ricochet avait fait mine un peu de des limites tentées et Ah donc oui, oui. la séquence que tu décris, voilà, c'est le moment où il prend le micro, il dit à ses copains: «Non les gars, arrêtons de nous foutre de nous, arrêtons de nous foutre d'eux» et il commence à faire genre qu'il allait accepter pour finalement dire: «Eh ben non, je refuse, Nanananer. voilà, C'était nul, un c'était peu. nul. BP il regarde genre en mode: «Mais c'est quoi ces clowns, quoi?» Oui, c'est ça, Ricochet il dit: «Ah, he's mad», enfin il est vénère et MVP il est là: «Beh non, je suis pas» enfin, limite on est d'accord avec lui, il est: «Bah, je suis pas vénère, c'est juste vous êtes cons, quoi». Hurt C'était Hurt nul. Business affronte,
Apollo Crews et Et Ricochet. Ricochet ce soir. Mm. Et bah écoute, Apollo Crews, il se bouffe tout simplement le Chokeslam et le Full Nelson. Et Apollo est obligé d'abandonner. Finalement, ce match était un peu une formalité, Ouais. sans grande saveur Mm. pour ce qui s'est passé entre les cordes. Euh, Et voilà, finalement, qui a raison dans cette histoire? C'est bien le Hurt Business, quoi. C'est bien Ouais. le Hurt Business. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Et oui, parce que là, on avait eu qu'un 2 contre 2, mais comme ils sont 3 et 3, il fallait qu'il y ait encore une autre affiche. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, chaque semaine, on a droit à beaucoup de Hurt Business. Et du Ouais. coup, il restait qui? Bah, il restait Mustafa Ali. Et du coup, on a eu un Mustafa Ali versus MVP. Je sais pas s'il y a eu une séquence backstage, je crois, avec Mustafa Ali. Il y a eu plein de séquences backstage. Il n'y en a pas une autre encore? Si, ouais, où Mustafa Ali les croise très vénère en leur disant que tout à l'heure il serait tout seul, mais en gros qu'il allait montrer un peu. Qu'il allait d'abord, ouais, il allait se Ouais. débarrasser de lui, puis après de lui, et puis après de lui. Ouais. Donc, il allait dire qu'il allait leur rouler dessus. Tout seul. Mustafa Ali affrontait MVP dans ce qui aurait pu ou dû même être notre main event. Euh, Dit comme ça fait bizarre, mais on va vous expliquer. On va vous expliquer. Oui, oui, pardon. Je fais clic sur à côté les gars de catch-up. Ils font leur smart là. Oui. Surtout Donc, que MVP il est dodu, hein. ah ouais, Sur le surtout, ring. c'est marrant parce que quand je regardais, tu sais, quand t'as la séquence avec le MVP au micro, je vois MVP, il est vraiment cool au micro, c'est vraiment cool qu'il a arrêté de se battre, quoi, parce que c'était vraiment pas un super retour. Il a Mustafa Ali contre MVP, je fais oh non. Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est quand même bizarre, on assiste beaucoup sur tout ça. Il y avait un truc. Mm. Et alors, le match ne va pas très loin. Il y a un dropkick de Mustafa Ali et MVP se retrouve à l'extérieur. Son crew est là. Voilà, calme-toi, calme-toi. Et MVP ordonne Shelton ordonne à Shelton à Bobby Lashley de monter sur le ring. Et l'arbitre leur dit dégagez là, c'est quoi ce bordel? Et là, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent et le logo Retribution, le fameux logo qui a fait peur à Hurt Business, qui leur avait servi d'excuse pour leur défaite, le logo Ouais. Retribution est de retour. Mm. Et on a donc les 5 membres masqués de Retribution, plus quelques mignons qui sont là, qui entourent le ring et qui est donc menaçant, prêt à attaquer. Et Ali donc se met en position pour aider MVP et le reste du Hurt Business. Ils sont encerclés et Mustafa Ali, pour montrer qu'il n'a pas peur, que lui, il y va, il descend et il va affronter, menacer, faire un face-à-face avec les 2 Golgoth du Hurt Business, Non, de Retribution. de Retribution. Et là, on a un gros face-à-face. Avec Attention. T-Bag et Avec T-Bag et Moose, ou je sais pas comment il s'appelle. Moose. Mace. Mace, pardon. Et là, on se dit, mais oulala, quel courage, ce Mustafa Ali. Mm. Et Mustafa Ali, il s'arrête comme ça. Mm. Il tourne la tête, l'air sombre, menaçant. Le Hurt Business se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, en bon gros méchant de film hollywoodien, Mustafa Ali leur lance un Get them, chopez-les. Et là, tous les mecs de Retribution foncent sur le Hurt Business, le passent à tabac. Retribution donc se retrouve au milieu du ring avec le Hurt Business gisant tout autour. This is Retribution. Mustafa Ali est au milieu du ring, entouré de son équipe. Il est tout petit, Mustafa Ali. Il regarde droit dans les yeux la caméra, il nous regarde de nous et il tend sa main, ce signe qu'il a depuis qu'il est arrivé, ce signe de la main, et les lumières s'éteignent. Mustafa Ali est le leader de Retribution. Fin du show. Bien raconté, on va dire que c'était ça. Ouais, non, c'était pas le vrai main event quand même. Effectivement, je pense que c'était un choix pour éviter qu'on se devine trop qu'il allait se passer un truc, parce que bon, ça aurait été très bizarre qu'on nous foute un MVP Mustafa Ali après avoir eu Randy Orton et Drew McIntyre et tous ces sbires, mais c'était le point culminant du show. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment très bien, dans le sens où ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu Retribution, parce qu'au pay-per-view, déjà, règle d'or, ils ne se pointent jamais. Donc à Clash of Champions, ils n'étaient pas là.
La semaine dernière, comme tu l'as dit, ils ont juste allumé leur lumière, là, ils ont mis leur petit logo, mais ils sont pas venus. Et du coup, moi, honnêtement, quand le petit logo est apparu, je me suis dit, est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont là? Donc il y a eu 2 secondes de flottement, et puis après on a eu Michael Cole qui dit Oh my god, it's Retribution, they're here. Enfin, on sait pas pourquoi il s'est barré parce que ça fait 3 mois que eux ils sont plus attaqués par Retribution, mais c'est pas grave. Et alors, petit point technique quand même, tu disais les 5 membres sont là. Est-ce que vraiment il y avait les filles? J'ai l'impression qu'elles sont plus là. Ouais, si, il y avait les filles. Tu les as vues? Ah Ouais, d'accord. ouais. Elles ont pris la pause à la fin, ils ont vraiment fait ça j'ai trop kiffé, la pause de méchants quoi, où ils entouraient Mustafa Ali et il y avait les filles qui étaient là. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu surtout les mecs. Et, Bah, j'imagine qu'en fait les filles n'ont pas forcément attaqué les mecs. Bon, non, si dans ce sens-là, quoique dans ce sens-là, ça si se fait, ça se non? fait, ça se Ouais. fait. Ouais, voilà, il y a des règles à respecter quand même. Ouais, il y a des règles. Mais oui, j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé surtout ce moment où ils sont encerclés et c'est MVP hein, Mustafa Ali, on voit pendant un quart de seconde, il joue un peu le mec surpris, il comprend pas trop au milieu de quoi où il est. Et puis MVP, limite, comment dire, tire un trait sur le passé. Enfin, il lui fait un signe de Ouais. la main et il lui dit viens avec nous là, viens, genre fais pas le con, reste pas tout seul, viens avec nous, on fait le cercle là. Et donc voilà, il comprenait qu'il fallait faire front contre un ennemi plus large. Alors, il était bien loin d'imaginer ce qui allait se passer ensuite. Ouais. C'est un très gros changement. Clairement, je pense qu'on a tous été marqués. Je reprends Tonton Chris qui nous dit qu'il est très très curieux de la suite parce qu'il a trouvé ça bien amené et qu'il voulait vraiment laisser une chance à Retribution. Et là, il se trouve que ça retombe bien sur ses pattes, hein. C'est à peu près ce qu'on a dit. Notre ami Papy aussi, voilà, il a beaucoup aimé le Get Them, comme tu disais. Très rafraîchissant. Et puis moi, j'ai trouvé ça bien aussi. Alors là où je suis presque plus curieux que content en fait, parce que je me dis, mais c'est bizarre parce qu'on a Ali qui était censé être un gentil, qui affrontait, ça fait un petit moment qu'on a cette question, mais qui affrontait le Hard Business, qui joue quand même des méchants assez méchants. Et puis autour, il y a Retribution, ils sont quand même très très méchants aussi. Et puis du coup, au final, Ali il passe du côté des méchants, mais pour affronter des méchants, alors est-ce que le Hard Business est en train de devenir face? Est-ce que. Alors, Retribution, je les vois pas trop être en face turn, là, visiblement, mais il y a plein de questions, et moi, j'espère bien qu'ils iront au bout du truc. C'est-à-dire que Ali nous tapera une promo en nous disant, et la WWE doit assumer le truc, en nous disant, genre, il y a quelques mois, j'étais le hacker. Et puis je me suis rendu compte que tout seul j'y arriverais pas, alors j'ai engagé un gang. Mais à mon avis, si ils peuvent pas rater cette opportunité d'expliquer l'histoire du hacker et d'en faire un début de cette storyline du Mustafa Ali qui part en guerre contre le monde entier en gros, il faut qu'ils aillent chercher ça quoi. Il faut qu'ils nous le disent. Il faut que Mustafa Ali tape une promo maintenant. Ça va être un beau challenge pour voir s'il en est capable, mais voilà quoi. Là, on lui a donné des très très grosses clés en main à ce jeune homme. La tête d'un clan qui était pour le moment un peu. Donc je trouve qu'à la fois ça ressauve Ali, ça lui donne un gros truc. À la fois Retribution qui semblait un peu perdu avec que des mecs qu'on connaissait pas trop, ben il y a une légitimité. Ça, ça sauve un peu le truc là. Ça sauve tout, je trouve. Ouais. Ils ont réussi, hein. Ils ont réussi. Ils ont réussi là à rattacher les wagons. On leur a parlé beaucoup Ouais. de wagons là, hein. C'est Ouais. le train catch-up qui va à 200 à l'heure. C'est vrai. Ils ont rattrapé beaucoup de wagons et comme tu le dis, alors là on est day one-ish comme disent les Ouzo. Ouais. Tout le reste encore à faire quoi, à écrire. On en est qu'au début, mais là ça y est, on a enfin pu mettre, on va dire un héros quoi, un personnage central. Effectivement, le problème avec ce gang de Retribution, c'est que c'était tellement diffus, dilué, et que les mecs n'apparaissaient pas toutes les semaines, que finalement tu pouvais te rattacher à rien, et qu'on les avait jetés dans une rivalité contre Hurt Business, où on savait pas trop pour qui il fallait être finalement, puisque finalement c'était 2 clans de méchants qui s'affrontaient. Là, on avait besoin d'un visage en fait. Tu peux avoir que des mecs masqués. Tu as besoin d'un visage, et d'avoir le visage de Mustafa Ali comme leader. Et quelle confiance effectivement on accorde à cet ancien flic de Chicago, qui effectivement, j'ai l'impression par 2 fois a loupé des opportunités, et ça aussi il va falloir qu'il l'utilise. On se souvient tous effectivement de son push, voilà, de sa place qu'il a dû laisser à Kofi Kingston, hein, la Kofi Mania qui aurait pu. Alors on saura jamais vraiment ce qui se serait passé, mais en tout cas
Kofi Kingston a profité voilà, de la blessure d'Ali pour aller connaître tout le succès qu'il a connu et qu'on connaît. Mustafa mis sur le banc. Mustafa qui semblait être revenu avec effectivement ce personnage de hacker qui, pareil, occupait beaucoup de place dans les shows et qui était assez prometteur et qui semblait être assez important aux yeux de la WWE. Il y a vraiment un angle qui avait du coup été laissé tomber puisque il était blessé, hein, j'imagine, Mustafa Ali, ou enfin je sais pas qu'est-ce qui s'était passé d'ailleurs entre temps. On sait pas trop puisqu'il catchait pas du tout, puisque le hacker a juste servi à interférer dans l'histoire de Mandy Rose et après, il y a eu le Covid, en fait. Oui. Le Covid a fait tomber les plans, en fait. Il a fait tomber les plans de ce personnage-là. Et est-ce que depuis le début, ils se sont dit, tiens, on va la rattacher à Mustafa Ali? Je ne suis pas sûr. Les mecs se laissent des opportunités. Et là, ils ont dit, bon, voilà, c'est le bon moment. Mustafa Ali, il est là. Le mec est prêt. Il avait déjà son personnage. Et on va fusionner tout ça. Et effectivement, tu as raison, tout peut s'écrire assez facilement. En tout cas, la base est là. On a vraiment le terreau là pour faire pousser une belle faction avec je trouve, c'est assez incroyable, mais que ce petit bonhomme là a beaucoup d'intensité. Mustafa Ali là, et c'est un mec qui vit vraiment son truc à fond, son personnage à fond. On le sent bien investi là d'une mission. On le voit toutes les petites. Il faisait des petites séquences promo à un moment où il était dans les rues de Chicago et il racontait un peu son passé de flic et tout. Voilà, c'est un mec qui, c'est un créatif quoi. C'est un créatif. Donc là, on lui a donné les clés, visiblement d'un gros morceau. Je pense qu'on mise sur un bon cheval, d'après moi. Va falloir maintenant effectivement leur écrire des belles histoires, mais moi ce clan là, il y a 2 semaines on en rigolait parce que c'était ridicule avec leurs masques et tout. On se dit ça peut pas être ça le produit final, toi. Le produit fini, ça peut pas être juste 5 gars random que personne connaît qui arrivent masqués et qui baragouinent des trucs et à qui on fait signer un contrat alors qu'ils viennent tout péter quoi. Enfin, toi, il y avait rien qui fonctionnait. Il nous faut un grand méchant comme dans l'inspecteur Gadget, quoi. Un mec, en l'occurrence, on le voit jamais son visage. Lui, c'est le seul qu'on voit son visage, mais il nous faut un cerveau derrière tout ça, avec un mec qui va pouvoir péter des promos. Et là, ce mec-là, c'est Mustafa Ali. Et moi, je suis vraiment, 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 je suis ravi. Je suis super content pour lui déjà, parce que ce mec-là, a un énorme potentiel. Et maintenant, moi, je kiffe Retribution, en fait, tout d'un coup. Là, c'est hashtag tout est pardonné. Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup on va dire, d'étonnement, de doutes, de perplexité. À juste titre. À juste titre. C'est vrai que ça a été un truc qu'on a dit. Alors moi, j'avais ma théorie Roman Reigns, qui j'ai tenu longtemps, qui n'a pas tenu. Et puis au final, là, avec le passage où ils se sont un peu décagoulés à moitié en nous disant qu'ils s'appelaient T-Bag, Mace, Baby Jack, je sais plus quoi, la Slapjack. Ce qui fait d'ailleurs au passage, pour juste faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au côté hacker, ça fait très sur pseudo en ligne, tu vois. C'est vrai. Et ça collait bien, et c'est ce qui a été regretté par beaucoup, c'est merde, il n'y a pas une tête connue, ça aurait dû servir à un catcheur connu, ça aurait dû servir à Reigns, à je sais plus qui on avait évoqué comme théorie, mais Samoa Joe, Kevin Owens, les mecs qui ont des micros, quoi. Oui, ou alors on pensait vraiment à ce qui est un gars de NXT. Moi, j'avais pas mal pensé à Tommaso Ciampa, par exemple, ou ce genre de truc, mais là, on s'est dit bon, ils ont pas leur vrai nom, ils ont pas leur vraie tête. Et t'as raison, là, ça retombe sur ses pattes, et puis ça ouvre des perspectives, parce que cette feud avec le Hard Business, elle est quand même très très bizarre. C'est étrange que ça soit ces méchants-là qui aient pris un peu la défense entre guillemets de Monday Night Raw, même si c'est dans un côté qui se légitime puisqu'ils veulent être les mâles dominants. Mais là, on va pas pouvoir échapper à une confrontation avec le pauvre Ricochet, il va encore s'en prendre plein la gueule. Désolé, tonton Chris. Mais là, Ricochet et Apollo Crews, à mon avis, ils sont très très mal partis. Alors par contre, du coup, moi j'ai remarqué un truc. Il y a eu quelque chose de très bizarre, c'est que MVP, pour convaincre ses ennemis de se joindre à lui,
Il a dit mais regardez, depuis qu'il s'est joint à nous, regardez la carrière de Cédric Alexander alors qu'on ne le voit plus. Et je me dis est-ce que limite il n'y a pas eu une erreur de casting et est-ce qu'ils auraient pas dû laisser ce clan de 3, c'est-à-dire Alexander, Ricochet et Apollo Crews comme petit babyface et qui eux vont peut-être pouvoir être une prochaine feud de Retribution et un peu des victimes expiatoires parce qu'ils se feraient rouler dessus. Mais je vois pas comment on peut éviter la confrontation avec Ricochet et Apollo Crews et en même temps ça va être hyper injuste quoi. Oui, c'est pas très équilibré. C'est ça. Déjà que le monde n'est pas très équilibré en leur faveur. Tu nais Ricochet, t'as pas de bol. Oh bon à l'échelle du monde quand même, sois pas si sévère. Du monde du catch. Oui voilà Du là monde oui. du catch dans la WWE. Voilà là oui. Le main roster. Voilà oui ça oui. Ouais, ça rétrécit tout d'un coup, mais. Non, mais il fait du super selling, Ricochet. Il sait le Ouais. super bien. Voilà. Mhm. Et du coup, il va pouvoir sceller magnifiquement bien la ratonnade qu'il va prendre de la part de Retribution. Ah bah oui ça oui. Ouais. Non, effectivement, tout ça un peu étrange, mais bah écoute, on a déjà eu des face-off assez improbables, enfin inhabituels en tout cas de heel. Oui. Je crois le Shield versus la famille Wyatt, ils étaient tous les deux heel. Extraordinaire, ouais. Hein, Oui, qu'on mais avait eu cette face. on va dire que c'était les premiers. Ça semait le face turn du Shield qui s'est concrétisé après à WrestleMania dans la foulée contre Evolution dont tu parlais. Mais c'est vrai que c'était une drôle d'opposition aussi, oui. Ouais. Donc après, voilà, du moment qu'il y a du charisme et de l'intensité, bon, et puis tu dis, voilà, c'est juste deux clans. Voilà, le monde est ainsi. Hein, c'est pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est Ouais, juste c'est beau. des clans qui s'affrontent, que ce soit des pays, des villes, des fans. Voilà, n'importe quoi. Bah là, des clans, des factions de catch. Non, puis c'est vrai que la draft peut très bien aussi nous faire apparaître un nouveau Ah clan oui, face à Raw aussi. Hein. ouais, bah oui, rien que ça, Rien que voilà. ça. Ouais, on n'est pas sûr que finalement tout ça va donner une rivalité très très longue. Hein. Effectivement, peut-être que une fois de plus, la draft va mettre un terme à cette situation peut-être effectivement un peu étrange, en séparant les protagonistes pour mieux pouvoir rebondir. Mais effectivement, mais du coup c'est bien parce que ça a permis aussi de nourrir cette surprise quoi, où Ah oui. tous ces mecs qui sont des méchants en fait, et puis finalement le seul gentil, toi, qui se retourne en fait lui aussi c'est un méchant, t'as raison au final c'est quoi ce bordel? Ils sont où les gentils à Et Monday Night puis, Raw et pour le coup? puis, et puis, comme tu dis, on n'y croyait plus. Alors c'est négatif ou pas, mais là, je pense que personne s'attendait à ce que le twist se fasse là, après des mois et des mois où on l'attend, le twist. Enfin, je veux dire, ils ont été signés sous contrat, ils se sont démasqués, ils ont donné leur nom, enfin voilà, on n'y croyait plus, je crois, à ce qu'il y ait un truc de ce genre. Ouais, non, là c'était effectivement alors c'était un peu bizarre, on assistait quand même beaucoup, hein, ça a pris Ouais. beaucoup de temps d'antenne, mais pour autant, c'était quand même une belle surprise, Ouais. et puis ouais, alors faut pas nous faire ça tout le temps, faut pas nous mettre faire de la merde pendant 3 mois et puis à la fin parce que ça, ils sont un peu, habitués du fait, coutumiers du Oui. fait à WWE, tu sais, c'est genre pendant 3 mois, ils savent pas trop quoi faire, puis à la fin, ils ont une idée de génie et comme tu dis, hashtag tout est pardonné. Maintenant, il va falloir assurer et nous proposer vraiment un gros programme pour les semaines et les mois à venir avec ce clan qui a énormément de potentiel, avec incroyable, mais à sa tête, un leader d'1m60, un ancien flic, Incroyable. voilà, qui a été trahi par d'autres flics. Ouais. Le Lorenzo Lamas de la WWE, mais voilà, un sentiment de justice assez fort, hein, qui Ah vit bah en ça. Mustafa Ali et visiblement, il veut faire régner la justice et il a trouvé un autre moyen que les autres et tout s'écrit tout seul, tout s'écrit tout seul. Donc après, des fois que c'est trop facile, ils savent pas faire, hein, la WWE. Donc va Bah, falloir j'espère, être bien ouais. surveillé. J'espère qu'ils vont pas trop jouer sur la justice parce que c'est quand même le Shield, hein, la justice, il faut pas l'oublier. Ah, c'est Et trademark, copyright. ouais, et l'angle des derniers passages micro était un peu différent. Là, c'était un peu. Enfin, ce que disait T-Bag, c'était plutôt. En gros, on vient vous réveiller parce que vous êtes tous. C'était un peu la révolution contre les Athéniens décadents ou autres, quoi. Vous êtes tous des gros plats de soupe, vous achetez des grosses bagnoles et vous oubliez de faire du vrai catch. C'était un peu différent, mais c'était pas tant une notion de justice qu'une notion de
Révolution, ouais. Ouais, une révolution sociale, C'est effectivement, ça, de gens qui sont endormis par le système et c'est on est ça. plus dans des histoires un petit peu, de ouais, bah, ça colle bien avec Hacker, toi, la Ouais, série ouais. Mister Robot, par exemple, Les ou Anonymous, ouais. les Anonymous, tout ce délire-là, hein, effectivement, Ouais. où on fait une révolte sociale du peuple, qui contre le système, banquier, financier et quoi de mieux que la Stamford et le système McMahon, qui Mmh. représente l'empire financier du catch, Ah bah ça. auquel tout le monde doit se soumettre et baisser le genou et dire merci et tout et en plus, ils arrivent à obtenir un contrat, ils jouent avec leurs règles pour mieux s'immiscer et voilà, pénétrer le système et le détruire de l'intérieur. Mmh. Ah, On tout les est là, admire. tout est là, tout est là, tout est là, Ouais. tout est là. Franchement, Mmh. voilà, donc on va essayer de pas trop s'emballer, Non, mais bon. mais c'est assez excitant. Je suis d'accord. C'est l'heure du mot de la fin, mon beau Raphaël Eh oui. et qui dit mot de la fin dit top, flop et notes. Donc si tu veux bien nous partager tout ça sur cet Et épisode de Monday Nitro. et oui, alors donc nous avions les top flop et notes de Tonton Chris et Papy, mais je les ai un peu spoilés, donc je rappelle très vite fait, hein, Tonton Chris n'a pas aimé le titre 24/7 et il a apprécié cette révélation d'Ali, comme nous, il a mis un 3. Il dit quand même vivement SmackDown et la draft. Papy, lui, il a mis son flop au main event, tu vois. Lui aussi, il a trouvé que ce 3 versus 3 faisait trop ancien monde, on va reprendre ces termes. Et du coup, pour lui, le top, Papy, c'est un top général, c'est le temps donné aux nouvelles têtes, donc c'est-à-dire Dominique, Murphy et Ali. Et il ajoute même, quel grain de folie ce Papy, Mandy Rose et Dana Brooke et Lana qui enchaînent quelque chose. Bon, lui, il met 3,25. Et ben moi, j'ai été le plus agréablement surpris. En tout cas, moi, mon flop, vous l'aurez compris, c'est cette stipulation d'exhibition pour Braun Strowman. Alors, c'est pas gravissime. Ça a été 3 minutes de phrase dans le show. Mais j'ai trouvé ça, bah, du coup, que ça servait à rien, qu'on aurait pu s'épargner 2 minutes d'Adam Pierce qui nous dit ouais, ouais, je sais pas, genre, on va te trouver un truc, mais ça va pas compter. Honnêtement, moi, je savais pas ce qui nous attendait. Il a dit t'auras pas un match, mais t'auras une exhibition. Et puis après, on le voit au milieu du ring et l'arbitre sonne la cloche et il fait un décompte. Bah, c'était un match, quoi. C'est- Moi, je Ouais, croyais comme quoi ils peuvent nous la faire très rapidement à l'envers, hein, la WWE. Ouais, ouais. Non, mais je croyais que le truc d'exhibition, ça allait être comme ils ont fait des fois, genre deux mecs, mais pas d'arbitre, par exemple, tu sais, ou je sais plus, je sais pas si c'était Dean Ambrose ou je sais pas qui avait eu ça à une époque, où juste, genre, y a pas d'arbitre, on vient, on se met sur la gueule, une sorte de street fight, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et donc, bon, ça, c'était dispensable. Et honnêtement, il y a eu beaucoup de choses qui méritaient le top, je trouve. Moi, j'ai notamment beaucoup aimé l'interaction Owens-Bray Wyatt, mais quand même, parce que ça n'arrivera qu'une fois et qu'on s'en souviendra longtemps, on va mettre ce top à cette révélation de Ali qui se retrouve à la tête de Retribution et à toutes les perspectives que ça nous ouvre pour le futur et à tout ce que ça nous explique ou semble nous expliquer du passé. Et je mets un 3,5. J'ai trouvé que c'était un très bon rôle, effectivement rafraîchissant. Parce que Murphy et Rollins c'était bien aussi, donc continuons comme ça. Et espérons, pour le coup, moi je vais dire l'inverse de Tonton Chris, espérons que SmackDown et la draft ne vont pas tout gâcher, parce que souvent, post-draft, c'est toujours un peu le bordel, des fois les feuds et les rivalités. Donc je suis un peu inquiet, mais j'ai bien aimé ce Raw. Je sais pas si tu partages cet enthousiasme, Irem. Oh si, je le partage, je le partage. Moi, Oh oui. mon flop, je vais le donner à cette intro promo solitaire qui a duré, mais genre 10 minutes, hein, 10 minutes de Ah oui. récap de Randy Orton. Je crois que là, ça m'a un petit peu, j'ai putain, faut s'accrocher quoi. Je suis devant ma télé en direct. Je suis pas sûr que je reste, je reste, que je zappe pas quoi. Donc ça, c'était mon flop, mais il y a pas eu de gros flop, hein, à vrai dire, dans cet On est épisode, hein. d'accord, hein. On est d'accord. Donc là, c'est vraiment un petit carton jaune, quoi, parce que c'était pas dingue. Ouais. Et puis, bah, mon top, bah, voilà, comme tu dis, il y a eu plein de super trucs. On en a déjà beaucoup parlé, mais moi, je vais le donner effectivement à cette révélation de Ali en tant que leader et cette séquence où il se retourne et là, tu commences, ça connecte, tu fais: «Ah mais ouais, évidemment» et tout semble logique et en même temps, tu es content parce que tu te dis: «Ah, ils l'ont fait», toi et tu es content pour lui, tu es content pour toi, tu es content pour tout le monde. Donc c'était vraiment je trouvais un grand moment de télé en plus, tu vois? Ouais. Dans la mise en scène et tout, c'était vraiment un grand moment. Et ma note, bah, je vais te suivre, hein. Pour moi, c'est un 3,5, c'est très, très, très Allez. solide. Ouais. On applaudit vraiment l'évolution, des storylines, à différents niveaux. Ça y est, on est un tournant, en fait. Ouais. Voilà, une étape clé, charnière, là où on progresse dans les différentes histoires et c'est vrai que, comme tu dis, à l'approche de la draft, je sais pas si c'est le meilleur timing. On va croiser les doigts pour Oui. qu'ils, foutent pas trop le bordel, en fait.
Mm. Tu vois, c'est assez marrant de se dire qu'on n'a pas envie qu'il bouge trop les choses. Je pense qu'il faut juste bouger les choses pour les mecs, peut-être la low card ou des trucs où il se passe pas grand-chose où il n'y a pas de gros impact. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour changer les Oui, match-up, quoi. oui, bah c'est pas. Ça demande pas grand-chose. En plus, c'est d'autant plus bizarre que il y a des trucs qui nous ont été un peu teasés là. Alors je sais pas si ça va se concrétiser, mais par exemple, effectivement, Braun Strowman n'a plus rien à faire à SmackDown, je trouve, avec tout ce qui s'est passé avec Bray Wyatt. Donc Braun Strowman peut très bien aller à Raw. Kevin Owens, lui, peut très bien aller à SmackDown contre justement Bray Wyatt. Et puis, bah, je sais pas, Kevin Owens contre Roman Reigns, par exemple, qui fut une très longue feud et ben, où il y avait l'un qui était heel et l'autre face. Et ben, on inverse. Enfin, Kevin Owens contre Roman Reigns avec Paul Heyman derrière. Moi, j'achète. Alors ouais, attention, parce qu'il va se faire retourner le cerveau par The Fiend, il va sûrement redevenir le méchant Ouais. Kevin Owens bagarreur d'NXT. Hein. Ben, c'est possible, mais alors au bout d'un moment, j'ai envie de dire, le problème c'est que plus le film va avancer en carrière, plus il y aura plus personne de face dans la C'est des WWE. reboots de reboots, les mecs vont se retrouver à l'école de catch. Oui, tout le monde va être heal. Donc, déjà, le film n'affronte que des faces, sauf qu'ils deviennent tous heal, effectivement, que ce soit Seth Rollins, Aleister Black, qui c'est qu'il y a eu d'autres Ouais, le Miz, Daniel Le Bryan. Miz, Daniel Bryan, Braun Strowman, Alexa Bliss. Ah, mais putain, il faut serrer les fesses là. Je sais Attends, tu sais qui c'est le Fiend? En fait, c'est le Schtroumpf noir. C'est celui qui mord la queue des autres Schtroumpfs là, et ils deviennent tous Schtroumpfs noirs. Je sais pas si tout le monde aura la référence des bandes dessinées. Mais voilà, le Schtroumpf noir, il mord les autres et ils deviennent tous méchants, alors qu'à la base, ils sont quand même tous gentils, les Schtroumpfs. Bah, c'est un peu ça le film, c'est le Schtroumpf noir. Mais oui, donc tout ça pour dire que, à mon avis, ils peuvent changer 2-3 personnages. Peut-être que Edge Styles, il vient d'arriver à SmackDown, mais peut-être qu'il peut revenir à Raw, ou alors ils intervertissent. Ils peuvent pas trop intervertir des ceintures intermédiaires, puisque Bobby Lashley, il peut pas partir tout seul. Bref, bon, on les laisse faire et on verra ensuite. Nous jugerons s'ils ont bien choisi ou pas, mais on va pas choisir pour eux, c'est pas notre boulot. Exactement. Voilà, Ou alors, on nous envoie un chèque et là, on pourra vous drafter, mais là, tant que Vince McMahon ne signe pas, moi, je les laisse faire et après, je les juge. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Balancez votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous pensez de Ali, la révélation, comme étant le leader de ce clan Retribution? C'est bien lui. C'est bien lui. Allez, c'est bien lui. Voilà, donc, trop de refs des années 90 là. Ouais, Enfin, désolé. Oui, les Schtroumpfs, c'est même des années 60, mais c'est pas Ah, grave. t'es petit plus tout jeune, hein, c'est ça. Non, je suis plus tout jeune, hein, c'est ça. On dirait comme ça, mais en fait, pas du tout, Mm. c'est l'ancien. Ouais. Évidemment, Catch Up, c'est votre podcast qui transpire le catch, mais qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud et bien d'autres. Également sur YouTube, là où vous mettez les commentaires et vous nous dites ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas évidemment à nous mettre des pouces, des étoiles, des petits cœurs, voilà, des emojis, ce que vous voulez. Ça nous aide à être un petit peu reconnus. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. On approche bientôt donc de la draft. Pour en discuter, on a un lien Discord. N'hésitez pas à cliquer dessus également. C'est notre compte Discord, notre serveur Discord. Venez discuter avec nous de tout ce qui se passe dans le monde merveilleux de la lutte professionnelle. Je te remercie une fois de plus, Raphaël, d'être venu discuter avec moi de ce bel épisode. Ah ben, ce fut un plaisir déjà de te retrouver, IRM, et puis pour cette occasion-là, oui, quel succès, quel bon choix. Merci bien à toi pour cette analyse réussie. On a du bon boulot, allez, on a fait Pour du tout bon le boulot. monde. Une fois de plus, tout le monde a bien travaillé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao, peuple de catch-up. Faites attention à Randy Orton, il est peut-être en train de laver vos couloirs.